En 81, Ah, j'étais oui, oui. ambassadeur en 81. Oui. J'ai été président du Conseil de sécurité en 90. Oh là là. Ensuite, j'ai été ministre, j'ai été président de l'Assemblée générale, la 41e session. Ouais. Et puis, bon. Donc après, j'ai été secrétaire général de l'OUA, le dernier. Ouais. Et c'est le premier président de la Commission de l'Union africaine. Donc, en fait, j'ai passé peut-être 30 ans dans la relation internationale. Et c'est quel souvenir vous gardez aujourd'hui de ce bâtiment-là des Nations Unies? C'est quel souvenir? Quand vous venez comme ça, écoutez, est-ce que ça a changé? Ça a changé quant au rapport des forces. Ah. Parce que bon, vous savez, chaque époque a ses acteurs, il y a le sujet du moment. Ouais. C'est un des meilleurs connaisseurs du système. Ah bon? Tomiko, il était conseiller avec moi. Ah, et donc, vous dites, donc chaque système. Oui, parce qu'à l'époque, on avait des contre-pouvoirs, parce qu'avec le groupe de 77, le groupe de non-alignés, bon, même si certains étaient alignés, mais en fin de compte, ça servait de contrepoids. Quand même, les grandes puissances n'avaient pas le monopole, donc ils avaient besoin des uns des autres. Donc, il fait que ces groupes étaient quand même, je dirais, assez forts, parce qu'en fin de compte, on avait besoin d'eux pour faire passer des résolutions. Et donc, et puis il y a eu une évolution, puisque la plupart des pays qu'on appelle non alignés sont devenus des pays émergents. Quand tu prends par exemple le Brésil, l'Inde, le Pakistan, donc, qui fait qu'en fin de compte, plus on se développe, plus on devient impliqué dans les relations économiques internationales. Donc on est plus faible, puisqu'en fin de compte, on ne peut pas critiquer un système alors que toi-même tu es partie prenante. Donc, il fait que bon, beaucoup de pays les non alignés sont devenus des pays émergents. Oh, Comment allez-vous? ça va, et vous? Ça va, tout va bien. Ça va, Dieu merci. Bien, Ça va, merci. Ça va. Merci. Ok. Et la santé, ça s'améliore? Bien, Hein? ça va, Nero, oui. Ah, ok, Ça va, d'accord. ça va. Mais c'est les accidents du métier. J'ai eu 3 accidents dans cette maison, en Sierra Leone, et puis au Libéria, et puis en Angola. Ah bon? Non, ça dit que chaque étape a ses acteurs, a ses problèmes, qui sont des problèmes. Bon, aujourd'hui, tout le monde parle de l'environnement. Ce sont des problèmes qui ne s'étaient pas avant. Bon, à l'époque, c'était quoi? C'était le prix des matières premières, on s'est battu pour ça, c'est le nouvel ordre économique, tout ça. Bon. Non, il ne faut jamais avoir la nostalgie du passé. Et moi, je ne suis pas nostalgique parce qu'en fin de compte, comment ça va? Je vais très bien, c'est toujours un grand plaisir. Ben, moi aussi. Toujours aussi beau. Parler du changement du système des acteurs, donc plus le temps passe, plus aussi les problèmes naissent. Le problème, oui, parce qu'il ne faut jamais regretter le passé. Moi, je dis que non, parce que, vous savez, Aimé Césaire disait que, non, parce que Franck Fanon disait qu'il appartient à chaque génération de chercher sa propre mission, de se battre pour la réaliser, pour échouer. Donc, bon, même en Côte d'Ivoire, quand on parle de fautisme aujourd'hui, en fin de compte, le fautisme aujourd'hui ne peut pas s'appliquer en réalité. Ah. Non, parce que les problèmes sont différents, tout est différent. Mais en fin de compte, ce qu'il faut rechercher sont les principes. C'est pas parce qu'on dit qu'on est au fautisme qu'on va faire ce que vous faites. Non, c'est le monde a changé, les relations ne sont plus les mêmes. Donc, il appartient vraiment de s'adapter, disons, aux évolutions du monde, de s'adapter, donc chercher sa propre mission et puis bon, continuer. C'est ça le fond du problème. Donc, certains pensent que c'est du suivisme. Non, c'est plus complexe que ça. Donc, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Trump et parler du patriotisme. Ça, c'est des discours africains. Oui, le patriotisme aujourd'hui, bon, c'est vrai parce que nous sommes dans un monde qui est globalisé aujourd'hui. Ouais. La nouvelle génération ne s'est pas battue pour avoir l'indépendance, mais ne s'est pas battue pour en fin de compte, ils ont trouvé tout faire. Ouais. Donc aujourd'hui, le patriotisme a beaucoup disparu, hein. C'est même en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui le patriotisme est un élément important aujourd'hui?
Non, les gens sont prêts à vendre leur pays pour l'argent. Hein. C'est ça la réalité. Parce que bon, tous ces gens aujourd'hui, la seule valeur, c'est ça la valeur de l'argent aujourd'hui. C'est ça qui fait que, bon, en fin de compte aussi, on est faible. Puisque, comme dit Napoléon, on gère les gens plus par leur vice que par leur vertu. Donc, non, en fin de compte, attendez, je connais. C'est pas maudit qu'elle a? Oui, c'est maudit. Ouais. Ah, c'est maudit. C'est maudit de l'Inde. Ouais. C'est maudit. Ah ouais. Cette maison, en fait. Mais là, quand vous venez comme ça, c'est pourquoi? Pour visiter, ou bien c'était des gens qui vous invitent, ou bien. Bon, j'ai des réunions. Ah ouais. Donc, quelquefois, et même quelquefois, ne connaissent pas quelquefois certaines choses. Donc, ils ont le plus longtemps pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Ah, d'accord. Parce que ce qui est le plus complexe, c'est que la nouvelle génération, en réalité, quand vous lisez la Charte des Nations Unies, C'est ça. depuis San Francisco, bon, c'est clair, mais en fin de compte, si tu veux faire un travail approfondi, on appelle ce qu'on appelle les exégètes. Exégète. Les exégètes, c'est-à-dire que quand un texte doit naître, pourquoi il est né, pourquoi on fait ce texte, pourquoi on fait cet article, et quel est le texte, le premier texte qu'on a fait, et ensuite, ce texte a été l'objet de tellement d'amendements. Et pourquoi il y a eu ces amendements? Quels étaient les objectifs recherchés? Donc, un texte, en réalité, a une histoire. Par exemple, ce matin, j'étais là, bon, les gens ne comprenaient pas pourquoi le Brésil parle le premier tout le temps. Voilà. Et le Brésil, pourquoi? Parce que quand il y a eu San Francisco, quand on a adopté la charte de San Francisco, Ouais. et le problème qui s'était posé, c'est que bon, les grandes puissances, les Russes, les Américains, la Grande-Bretagne, étaient les vainqueurs. C'est ça. Étaient les vainqueurs. Donc, bon, qui va parler le premier? Il y avait le goût des grandes puissances. Ouais. Donc, bon, je crois le Costa Rica, un petit pays qui a dit, bon, écoutez, pour éviter ça, cherchez un pays qui n'est pas de leur club et qui va ouvrir l'Assemblée générale. Donc bon, à l'époque, le Brésil était un pays latino-américain, un pays moyen, et puis il y avait un régime civil par rapport au régime militaire. Donc c'est comme ça que bon, on a dit, bon, on va prendre le Brésil pour ouvrir le débat général. Donc ça évite que, bon, qu'on prenne, qu'on crée une préséance entre les grandes puissances vainqueurs. Bon, c'est comme ça que le Brésil a été choisi pour ouvrir. Le deuxième problème qui s'est posé, bon, on a changé des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est le pays hôte. Ah, d'accord. Quand tu viens dans une maison, bon, c'est le pays hôte qui te reçoit, qui te donne de l'eau. C'est ça. Donc, comme c'est les États-Unis, c'est le siège ici, donc on donne la préséance au pays hôte. Donc, de souhaiter la bienvenue quoi, à ces hommes. Bon, et puis après ça, maintenant, les gens s'inscrivent en fonction de certains. Bon, si tu veux parler, tu t'inscris, donc au fur et à mesure. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup de problèmes dans cette maison où les gens ne savent pas comment ça a commencé. Ouais. Quelles sont leurs origines. Parce que même hier, je disais à quelqu'un qu'ils ont fait une erreur, mais ça, c'est parce qu'en Afrique, on n'a aucun souvenir de choses. Parce qu'en réalité, le Nigeria ne pouvait pas présenter, il ne pouvait pas être président du secteur. Ah, d'accord. J'ai dit aux Africains, le Nigeria ne pouvait pas être président de l'AG. De l'AG, pourquoi? Parce que aucun pays ne préside deux fois l'Assemblée générale. Le premier président de l'Assemblée générale, ça a été le Belge qui s'appelle Paul-Henri Spaak. Ouais. Et il y a 5 ans, c'était le tour de l'Europe. Et Louis Michel, qui est Premier ministre, En Belgique. En Belgique, qui a fait tous les grands postes, qui a été commissaire au développement. Bon, avec toutes les qualités, il voulait terminer sa carrière comme président de l'Assemblée générale, donc il était candidat, il a fait une campagne. Bon, comme il devait choisir entre quatre candidats, bon, à l'unanimité, les gens l'ont écarté. Pourquoi? Parce que le premier président de l'Assemblée, ça a été un Belge. Donc, en principe,
pour que la pratique, c'est que pour que quand ça vient dans la sous-région, pour que celui qui a été président puisse être président encore, il faut que tous les États membres de la sous-région aient fait la présidence. Donc, tant que la sous-région n'a pas, tout le monde n'a pas fait ça, on ne peut pas dire. Donc, c'est le seul cas. Il n'y a pas un pays qui peut. Parce qu'en général, même quand j'ai fait la présidence de l'Assemblée générale, quand je terminais, on me disait que bon, le prochain président ivoirien, il faut attendre 324 ans. 324 ans. Oui, parce que bon, d'abord, au niveau, disons, de la rotation au niveau des continents, parce que bon, c'est l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Donc, déjà au niveau de la rotation, et puis ensuite au niveau de la rotation au sein même des régions de chaque. Parce qu'à l'époque, tu as l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Et tout ça, donc ça fait que, bon, en fin de compte, quand tu présides, tu ne peux pas, quelqu'un de ton pays ne peut pas présider encore avant que les autres, tous les gens de la sous-région aient été présidés. Mais il n'y a que seulement 193 États, donc c'est pas beaucoup. Ah, si, mais 193 États, mais ils sont les différentes régions. Ah, Donc là, tu as par exemple l'Afrique, après maintenant ça va à l'Amérique latine, après ça va à l'Asie, après ça va, bon. Donc, et au niveau de l'Europe, tu as plusieurs catégories d'Europe là-dedans. Donc la rotation est exactement, en fin de compte, il faut un calcul et il détermine quand est-ce que quelqu'un de ta région peut être. En fait, moi, quand je sortais, c'était 320. Mais maintenant, c'est plus parce que à l'époque, il y avait 185. Maintenant, c'est 183. Donc le nombre du pays a augmenté, donc il fait que le nombre de rotations est encore plus élevé. Et c'est très compliqué parce que tu commences à travailler à 6 h du matin. Ouais. Ah bon. C'est épuisant parce que bon. Mais le colonel de l'ONU, lui, il reste combien d'années? Qui ça? L'ONU, Guterres par exemple, il va faire combien d'années? Bon, Mais c'est à vie. Non, en principe, c'est 2 mandats. 2 mandats de combien d'années? De 5 ans. De 5 ans, 2 fois 5 ans. Ah, d'accord. Ça va. Aucun n'a dépassé les 2 ans. 2 mandats. Fernand a fait 2 mandats, c'est ça. Ah, d'accord. Quand j'étais président, il était réfugié. Ah oui, c'est ça. Il était un de mes sujets, puisqu'en fin de compte, le président de l'Assemblée générale a pris séance sur toutes les institutions internationales, parce que chaque année, il fait une réunion avec tous, ce qu'on appelle les agents des Nations Unies. Donc, tout ce monde-là. Bon, on a vu que la Côte d'Ivoire a présidé le Conseil de sécurité. C'est quand même un bon point pour nous, selon vous? Oui. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on gagne en étant président du Conseil de sécurité à l'ONU ici? Écoutez, c'est peut-être c'est comme dit, il faut d'abord exister. C'est ça. Au moins, ça te donne une existence. Déjà, ouais. Sur la scène internationale, le Conseil de sécurité, c'est quand même l'organe phare. Donc, ça prouve que la Côte d'Ivoire existe. Ouais. Comme disait De Gaulle, il faut d'abord exister en tant qu'État. Parce qu'il y a 193 pays. Qui connaît les 193 pays de nom? Donc, moi, quand tu vas au Conseil de sécurité, au moins, il y a un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire qui est au Conseil de sécurité, c'est déjà ça le point. La réalité aujourd'hui, c'est que, bon, le Conseil de sécurité a perdu beaucoup de sa puissance, puisque bon, les grandes puissances aujourd'hui ont créé tellement de G7, G8, qui fait que bon, entre les grandes, vous savez, les caïmans ne se mangent pas entre eux. Tu prends par exemple en ce moment tout ce qui se passe en Syrie, le problème palestinien, bon, ça devient un peu l'apanage des grandes puissances. Et donc, non, ça dit que le système est assez vicieux aujourd'hui, qui fait que bon, ça devient plus ou moins, disons, un ping-pong entre les grandes puissances, entre d'un côté la Russie et la Chine contre les États-Unis. Donc, vous savez, on dit que quand les éléphants se battent ou font l'amour, les insectes sont toujours perdants. Et qu'on n'est pas sorti de la guerre froide alors? Non, ça dit que
on n'est pas sorti puisque, bon, il y a encore cet élan de guerre froide, mais qui ne dit pas son nom. On a vu ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Bon, il y a les Occidentaux contre l'ancienne Union soviétique qui ne dit pas son nom, puisque Poutine c'est un rescapé de l'Union soviétique. Donc, en fin de compte, bon, et comme le peuple russe était un peuple fort avec des rois puissants, bon, ils ont toujours ce réflexe de ne jamais accepter l'humiliation. Donc, bon. Et comme aussi ils ont l'arme nucléaire, ils ont tout, bon, donc c'est la grande puissance, quel que soit leur antagonisme, chacun sait que, bon, que il peut s'autodétruire, donc en fin de compte, bon. Ben, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que, bon, l'Afrique aujourd'hui, on a des problèmes partout, on a toutes les guerres en Afrique, tous les problèmes d'immigration, tout ça. Bonjour. Vous savez, on dit qu'on ne demande pas une chaise à une grenouille. Déjà, elle-même a ses problèmes internes avec nos élections qui sont toujours problématiques. On a d'autres préoccupations que, bon, que aller se mêler des problèmes des grands. Non, ça dit que il y a une évolution, disons, des forces en présence aujourd'hui. On le sent parce que, bon, en fin de compte, ce monde est plus compliqué. Parce que, d'un côté, à l'époque, il y avait, disons, capitalisme contre communisme socialiste. C'est ça. Or, aujourd'hui, en fin de compte, et ça, c'est l'une des puissances du Fou qui a compris une chose, c'est que le Fou n'a jamais voulu être, n'a jamais cru au communisme parce qu'il dit que c'est, parce qu'en fait, le communiste prône l'égalité. Non, il dit que la nature humaine, c'est pas ça, parce qu'en fait, il y a toujours des classes. Et que l'Union soviétique, le communisme, ne va jamais fêter son centenaire. Et c'est non. Il est mort à 70 ans. Et qui fait qu'aujourd'hui, bon, quand tu regardes aujourd'hui, la Russie aujourd'hui, ils sont aussi capitalistes que l'Amérique. Tu prends la Chine aujourd'hui, de Mao, ils sont plus capitalistes que... Ils sont tous dans l'économie du marché aujourd'hui. Donc, en fin de compte, qui fait que, quelque part, les réalités économiques ont fait que, bon, que les puissances sont quand même obligées de coopérer. L'antagonisme n'est pas aussi, parce que chacun a des intérêts à préserver. Bon, donc chacun, quand il fait un calcul, moi je perds tant, donc en fin de compte, on trouve un moyen de solution, une solution, quoi. Je vais à une...